Normalement, on est bon. Eh ben, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui. Donc, je me présente très rapidement, Marc Platini, coordinateur scientifique au sein de Grand Innov, donc qui est l'agence régionale d'innovation et de prospection internationale. Et donc, nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter l'AMI IA Cluster, dont il est question lors de cette présentation. Juste très rapidement, donc on a prévu une présentation relativement courte pour laisser plutôt place à des échanges à la fin. Donc du coup, si jamais vous avez des questions, je vous propose plutôt de les garder pour que du coup, à la fin, on puisse répondre à toutes les questions en même temps. Hop, donc juste quelques règles, on va être assez nombreux normalement dans cette réunion, il y a déjà une cinquantaine et ça devrait encore augmenter. Je vous demanderai juste à tous de couper votre micro, s'il vous plaît, pour éviter les échos, de respecter le passage des paroles. Donc là, normalement, ça sera plutôt pour la seconde partie avec des questions-réponses, d'utiliser le chat, du coup, si vous avez des questions tout de suite et que vous ne souhaitez pas attendre, et du coup, éviter aussi les doubles appels pour pas qu'on puisse entendre vos conversations privées. Voilà, je vous remercie d'avance. Et si d'ailleurs les gens peuvent aussi couper leur webcam pour des questions de bande passante, sauf sauf ceux qui présenteront au fur et à mesure. Après, pour la partie questions-réponses, vous serez bien sûr appelé à redémarrer vos webcam avec grand plaisir. Je vous remercie par avance. Du coup, très rapidement au niveau des présentateurs, alors je vais faire rapide. Donc, on a Emmanuel Vincent de l'INRIA qui du coup a quelques soucis au niveau de sa connexion, donc il prendra peut-être la parole. On a aussi Yves Laprie de l'Université de Lorraine, Jean-François Combe de l'Université de Strasbourg, Émilie Cibotier donc de la région Grand Est et moi-même donc de Grand Innov. Euh, Très rapidement, au niveau de l'ordre du jour, donc, je vais m'occuper de présenter en deux slides très succinctement les jets pour introduire un petit peu le contexte global. Et ensuite, je laisserai la parole à mes collègues Jean-François, Yves et Emmanuel pour la présentation un petit peu plus précise de cette AMI. Donc très rapidement au niveau des jets. À la sortie du confinement et du Covid, la région en fait a démarré ce qu'ils ont appelé le Business Act, pardon, pour réagir en fait face à la situation économique de la sortie là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que fin 2021, en fait, il était nécessaire de réactualiser ce Business Act V1 et donc, du coup, de développer le Business Act V2. Et donc, dans cette deuxième version, qui s'articule autour de 4 moteurs du changement, comme on le voit sur la gauche, transition numérique, industrielle, environnementale et la santé, ont été développés des JET, donc des grands tests transformation. Ce n'est qu'un des deux piliers opérationnels. Donc, les JET sont là en fait pour fédérer et animer une communauté d'offreurs et d'académiques. Donc, la plupart d'entre vous, ils sont déjà au courant et ont pris part à l'intérieur de ces structures, visant en fait à densifier et à garder un très bon état de l'art régional. On a également un deuxième pilier qui est au niveau des parcours de transformation, donc cette fois-ci porté par la région, qui vise à accompagner les entreprises dans leur projet de transformation de bout en bout. Sachant donc que ces parcours de transformation en fait changent un paradigme régional qui avant était plutôt sur une logique de guichet vers une approche beaucoup plus structurée et suivie dans le temps du diagnostic à la mise en œuvre. Donc ici aujourd'hui en fait donc moi je fais partie du jet numérique avec mon collègue Guillaume Zorger qui est également là. Et donc, en fait, à l'intérieur de ces grands tests transformation, on va y trouver plusieurs communautés. Et donc, celle qui va nous intéresser un tout petit peu plus particulièrement ici, donc c'est la communauté intelligence artificielle, dont font partie notamment mes collègues Yves et Jean-François également, et Emmanuel de l'INRIA. Il y a également d'autres communautés, je vais passer très rapidement dessus, tout ce qui est cybersécurité, cloud, technologie immersive, modernisation infrastructure et usage IT, technologie émergente qui recouvre du coup la 5G et le quantique, et également tout ce qui est numérique responsable. Voilà, très très rapidement pour l'introduction un peu de la big picture. Et donc du coup, je vais laisser la parole à mes collègues, plus pour la partie historique de l'AMI. Du coup, Jean-François, tu me dis quand tu voudras que je passe les Oui, slides. du coup, je vais prendre la parole. Merci, Marc, pour cette introduction. Du coup, je me présente. Alors, je suis Jean-François Cong. Je fais partie de l'Université de Strasbourg et notamment du laboratoire eCube. Et je suis en charge, en fait, de différents domaines d'activité, dont l'intelligence artificielle.
Et du coup, on s'y intéresse, l'université s'y intéresse depuis plus longtemps que moi quand même, mais on s'y intéresse depuis quelques années. Et du coup, en fait, on a suivi l'ensemble des plans d'action qui ont été mis en place en France. Et pour rappel, en fait, la stratégie a été lancée au niveau de l'IA en mars 2018. C'est avec le rapport en fait de Cédric Villani qu'a été mis en place le premier plan en IA. Et ce premier plan a débuté en 2019. Il avait différents volets. Il s'agissait en fait de mettre en place des grands défis, des challenges, des soutiens aux IRT, aux SAT sur le territoire. Donc ça, c'était le volet industriel. Au niveau en fait de la recherche publique, il a été mis en place des instituts en intelligence artificielle pour lequel en fait Strasbourg comme Nancy ont candidaté. Et enfin, il y avait un troisième volet, c'était aussi les grandes infrastructures de calcul. Et du coup, on a pu voir en fait la création, la mise en place du supercalculateur en IA, Jean Zay, ainsi que d'autres en fait structures pour le cloud, pour l'ingénierie, pour les données. Voilà, tout ça, ça a débuté en 2019. C'est un plan qui a duré plusieurs années et aujourd'hui en fait qui est arrivé à sa fin, ce premier plan IA. Donc je peux te laisser passer la deuxième slide, s'il te plaît. Donc ça, c'est la présentation des trois IA dont je vous parlais, qui existent toujours, hein, bien sûr. Donc c'est des centres interdisciplinaires, des instituts interdisciplinaires en intelligence artificielle. On en a 4 en France. Prairie à Paris, on a MIAI à Grenoble, 3i à Côte d'Azur à Nice et Anity à Toulouse. Donc, comme je vous disais, en fait, Strasbourg comme Nancy avaient candidaté, on n'a pas été retenu. Il y avait pas mal de dossiers qui avaient été soumis. À côté de ces 4 gros centres, je dirais, labellisés par le gouvernement, d'autres centres ont vu le jour en région Île-de-France. Donc, c'est Data IA, iParis et Sky. Si je peux me permettre, à l'époque, il avait été aussi envisagé dans la région Grand Est de créer un institut du numérique, un institut en intelligence artificielle. Ça n'a pas encore vu le jour. J'espère que ça va se mettre en place prochainement avec justement notre soumission de cluster. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, en fait, il y a une certaine concurrence au niveau des sites en France sur cette labellisation de supercentres en IA. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, je vous fais cette présentation aujourd'hui. Suivant, s'il te plaît. Du coup, sur ces centres en 3 IA, quelques chiffres quand même importants. Ils ont été dotés d'un budget assez important de 250 millions d'euros au total. On a vu en France, alors là, ça ne concerne pas que ces centres, il y a eu 149 chaires qui ont été financées. À Nancy, on a eu deux chaires qui ont pu être financées, donc celle de Steve Kremer et de Claire Gardan. Et à Strasbourg, on a eu celle de Nicolas Padois qui a été financée. On compte un certain nombre d'entreprises partenaires, de chercheurs académiques qui ont été recensés et un grand nombre de publications. Et du coup, en fait, l'objectif, c'était vraiment de faire un effet levier important en IA. Et ces 3 IA, en fait, ont été dotés, voilà, comme je vous disais, de 250 millions d'euros. La période d'utilisation de ces fonds arrive à sa fin. Et du coup, en fait, pour la suite en fait, de ces 3 IA, il a été lancé un appel qui a été annoncé par le président lors du Vivatech. Et du coup, c'est un ami qui s'appelle IA Cluster. Donc, la suite, s'il te plaît. Donc, cet AMI,
Il concerne, alors je dirais les 3 IA, plus les 4 3 IA et les nouveaux centres qui ont été mis en place, mais également d'autres sites. Cet appel n'est pas fermé. Le gouvernement a tout de même fait en fait le recensement des forces en présence en France et du coup en fait estime aujourd'hui qu'il pourrait y avoir en France entre 5 et 10 pôles académiques de recherche et d'innovation qui pourraient être labellisés IA Cluster. Ces pôles ont une vocation mondiale, européenne, voire mondiale. Et du coup, en fait, il s'agit voilà, de faire émerger des leaders en France, des leaders au niveau européen et au niveau international, grâce à la recherche académique et à l'innovation, au transfert technologique qui peut se mettre en place au sein de nos différents sites. Donc, comme en fait pour le premier plan IA, il s'agit bien sûr de renforcer notre rang. À l'époque, en fait, Emmanuel Macron souhaitait déjà en fait positionner la France comme un des top 5, enfin faisant partie du top 5 en IA dans le monde. Alors forcément, il y a une forte concurrence de la part de certains pays. On n'a pas forcément les mêmes moyens que certains. Néanmoins, voilà, on a un écosystème aujourd'hui qui existe. On a une certaine visibilité et du coup, la France a choisi de renforcer ce positionnement et même de faire émerger en fait de nouvelles niches qui n'auraient pas été financées à l'époque dans le cadre de l'appel des 3 IA. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Comme en fait pour les 3 IA, on souhaite augmenter le nombre à la fois de personnes formées, mais aussi d'usagers de cette technologie, de cet outil. Du coup, ça concerne à la fois le pôle formation. Donc là, les universités sont directement ciblées, mais aussi la recherche et l'innovation, le transfert technologique. Et du coup, c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui, on a prévu cette réunion à la fois avec des académiques, mais aussi avec vous, les industriels, mais aussi les collectivités, pour que l'ensemble de l'écosystème en fait se mette en place et se coordonne pour la réussite en fait de ce type de projet à envergure à la fois territoriale, alors forcément sur la région Grand Est, mais également en fait au niveau national et au niveau international. Donc je dirais que alors, cette présentation, elle n'a pas forcément été diffusée au niveau international. Je ne sais pas si on aurait eu beaucoup d'échos, beaucoup de répondants de la part de nos partenaires. Mais néanmoins, pour ce type d'appel, pour ce type de projet, des collaborations internationales sont nécessaires et sont même attendues, je dirais, d'autant que notre territoire, qui est frontalier avec pas mal de pays, est un des seuls, en fait, une des seules régions, justement, à pouvoir se targuer de ces collaborations proches et je dirais utiles, nécessaires dans le cadre de cette valorisation de notre innovation en IA. La suite, s'il te plaît. Donc, comme je vous ai dit, il s'agit en fait de mettre en place voilà, entre 5 et 10 instituts de rang international. Les montants sont vraiment importants pour cet appel. C'est assez inédit, ça dépasse largement ce qui a été financé au niveau des 3 IA initiaux. Pour les projets en fait d'envergure mondiale, donc pour une ambition, je dirais véritablement internationale, les projets peuvent aller jusqu'à 200 millions d'euros. Enfin, même au-delà, c'est une moyenne, ces 200 millions d'euros. Pour les projets d'envergure européenne, je dirais sans forcément avoir une visibilité concurrentielle mondiale, on peut arriver autour de 60 millions d'euros sur les 7 années du projet. Donc ça couvre en fait de 2024 à 2030.
Et peut-être que peut-être que vous avez vu passer certains appels, certains projets. On a vraiment en fait cette ambition d'atteindre l'excellence à l'horizon 2030. Le financement de la part de l'État est de 50%. Donc sur un projet à 200 millions d'euros, on aurait 100 millions qui viendraient directement de la part du gouvernement. Un financement de la part du privé est attendu à hauteur de 20% minimum. Et le reste, 30% à peu près, correspond en fait à des cofinancements, à la fois de l'autofinancement ou encore des cofinancements publics ou d'autres cofinancements qui pourraient émerger via des projets internationaux ou des collaborations internationales. Donc sont visés, et ça je vous l'ai dit, la formation d'excellence pour, pour pouvoir être visible et pour pouvoir être concurrentiel au niveau international. Donc il ne s'agit pas simplement en fait, d'avoir une formation IA reconnue en France, mais d'attirer également en fait, des étudiants, je dirais, du monde entier, principalement européen. On va pas, enfin, on peut se targuer d'avoir une ambition internationale, mais déjà si on a une ambition européenne et si on a déjà des étudiants qui nous viennent de l'étranger pour nos masters ou alors pour les doctorats c'est plus simple, mais au moins pour nos masters, ce sera déjà une bonne chose. Une recherche bien sûr d'envergure mondiale, donc seuls les projets avec une masse critique suffisante seront financés. De l'innovation et du transfert technologique. On voit de plus en plus aujourd'hui les appels axés sur la valorisation, sur le soutien à l'entreprise. Et du coup, en fait, c'est l'usage de l'IA dans le monde industriel qui est bien sûr ciblé et la valorisation par la création d'emplois, par de nouvelles technologies à mettre en place qui est mise en avant. Et bien sûr, une attractivité à la fois de notre territoire, de nos entreprises, mais aussi de nos universités qui est recherchée par cet appel. Alors, comme je vous disais, cet appel, en fait, il a été annoncé lors du Vivatech, donc le 15 juin. On a une lettre d'intention à remettre, une première lettre d'intention à remettre pour le 17 juillet. Si jamais on est retenu, on aura jusqu'au 9 novembre pour pouvoir soumettre le dossier complet. Cette réunion, elle est importante pour nous parce qu'en fait, on aura besoin de vous tous, à la fois des collectivités territoriales, des établissements publics, mais aussi en fait des industriels pour la réussite de ce projet. Des industriels qui peuvent à la fois être sur le territoire de la région Grand Est, mais pas que. Donc les filiales privées ou des partenaires privés peuvent largement participer à notre projet. La suite, s'il te plaît, Marc. Du coup, voilà, ça c'est les grandes lignes, je dirais, de cet appel, à la fois sur la recherche et l'innovation, la formation et l'attractivité. Ça représente en fait des soutiens au niveau de chaires de recherche, du financement de contrats doctoraux et postdoctoraux, mais également on peut imaginer, et certains d'entre vous connaissent ce système de LabCom, de soutien aux startups ou de partenariat. Il y a pas mal de choses en fait qu'on peut envisager, qu'on peut même proposer pour le développement, pour l'utilisation de l'IA sur notre territoire. Et surtout pour faire émerger des leaders mondiaux dans ce domaine. L'IA, pas uniquement en fait dans son domaine
je dirais, principal, mais on peut aussi associer l'IA à d'autres disciplines. Et c'est pour ça, en fait, que les premiers appels indiquaient des instituts interdisciplinaires. Aujourd'hui, on a pas mal de questions sur l'éthique, sur l'IA responsable, sur l'IA de confiance, euh, qui doivent être posées et je dirais même abordées dans l'ensemble de nos disciplines. Et c'est pour ça en fait que dans cet appel, nous irons, nous serons accompagnés par différents acteurs de disciplines connexes et interdisciplinaires. La formation continue est également en fait au cœur de ce projet. Comme je vous ai dit, voilà, c'est pas uniquement la recherche académique, la recherche, la formation initiale qui est visée, mais bien sûr la formation continue, la formation tout au long de la vie, et donc également la formation en fait des employés de vos entreprises qui pourront bénéficier de ce projet. Sur l'attractivité de cet appel et de notre projet, j'en ai déjà parlé, avec une visibilité internationale, un pôle en fait de référence, je dirais, pour la France, euh, avec une attractivité internationale. Je peux te laisser passer à la suivante, s'il te plaît. Pour cet appel, voilà, les universités de Lorraine, l'université de Strasbourg, mais également Centrale Supélec et les organismes de recherche, donc l'INRIA, le CNRS et l'INSERM, vont s'associer pour proposer un projet. Pour le moment, on l'a appelé AI True Innovation. Ça, voilà, on a beaucoup en fait de questions à soulever. On a pas mal de choses à mettre en place autour de l'IA à travers justement toutes les innovations, tous les transferts qu'on peut imaginer. Et du coup, en fait, je dirais ce projet doit être assez global, doit être assez englobant pour l'ensemble des sujets. Et parmi en fait ces sujets, on a trois grands défis sur lesquels on souhaiterait se positionner. La suivante, s'il te plaît, Marc. Du coup, il s'agit en fait du TAL et des gigamodèles. Donc, le TAL, c'est le traitement automatique des langues. On souhaite également en fait positionner notre projet autour de la santé numérique. La santé, en fait, voilà, c'est un sujet assez important pour le site de Strasbourg comme pour le site de Nancy. Euh, Différents pôles se positionneront également sur la santé. On a aujourd'hui, en fait, on a la chance dans la région Grand Est d'avoir le soutien de différents laboratoires, de CHU, même d'IHU sur le sujet, qui pourront permettre justement de faire émerger et de renforcer, je dirais, la force dans ce domaine au niveau international. On a également imaginé en fait pour pouvoir couvrir différentes disciplines, l'IA pour l'ingénierie et la découverte scientifique, donc qui regroupe différents domaines d'activité, car l'IA en fait voilà, s'intéresse à différentes disciplines qui sont très souvent connexes et tout à fait en fait liées à nos recherches sur le territoire. De manière transversale et un peu plus bas, j'ai indiqué en fait que les questions d'IA de confiance, d'IA responsable, de l'éthique et de l'IA ou encore de la cybersécurité sont au cœur de nos questionnements et justement graviteront autour de ces trois grands thèmes. Du coup, en fait, les SHS seront un pilier en fait
pour notre projet. Je ne sais pas, Yves, si tu voulais rajouter quelque chose sur cette présentation, au moins des pôles d'excellence sur lesquels on se positionne. Non, je pense que c'est parfaitement conforme à ce qu'on a discuté. Donc, il faut bien insister sur le fait que ça associe à la fois donc, la partie recherche et la partie formation. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, donc, il y a à la fois des chercheurs de grands talents et puis des formations sur lesquelles s'adosse cette recherche. Et donc, il s'agit de faire évoluer les deux et de couvrir en particulier donc, les formations depuis donc, le master et le doctorat et en faisant émerger au niveau donc, des Bac plus 3 des étudiants de haut niveau qui vont permettre de les recruter et puis de faire avancer ces recherches. Donc, Oui, c'est un travail qui a été fait collectivement en sachant que les points qu'on a fait, donc, qu'on a évoqués, donc le TAL et le JDA modèle, la santé numérique, et puis, donc, l'IA pour l'ingénierie et la découverte scientifique sont des thèmes sur lesquels on est reconnu en France. Et donc, ça veut dire qu'on veut en faire des pôles de référence de manière à euh, pouvoir interagir autant au niveau recherche, autant au niveau donc, des entreprises que de la formation. exactement. Alors, on ne l'a pas mis sur la présentation et Emmanuel est avec nous, mais ou peut-être a dû quitter la réunion. On a un porteur principal pour cet appel. Est-ce que je te laisse le présenter, Yves? Oui, alors en fait, donc, cet appel nécessite de faire, enfin, la réponse doit être faite par un établissement donc, de recherche et de formation, donc en l'occurrence une université. Donc c'est l'Université de Lorraine qui va porter donc, ce projet. Et en fait, le porteur sera Emmanuel Vincent, qui est donc directeur de recherche INRIA. Donc ça permet aussi d'associer étroitement donc, INRIA à ce travail, à ce projet, en sachant qu'en fait, INRIA est installé aussi bien donc, en Alsace qu'en Lorraine. Et donc ça permet d'unifier donc, les deux contributions universitaires. Donc, je ne vais pas présenter Emmanuel, mais je ne sais pas s'il est encore là. Donc, Non, je crois qu'il est parti. Bon, donc c'est pas très grave. On aura l'occasion, en fait, certainement de faire d'autres réunions, ou au moins peut-être de contacter ou que vous nous sollicitiez directement pour plus soit de détails, soit votre participation pour ce projet. Du coup, justement, on passe à cette participation. Donc, c'est les slides suivantes. Marc. Comment ça se passe pour cette participation? Donc, je vous l'ai dit, en fait, les établissements privés doivent participer, prendre part à ce projet. Je dirais c'est normal parce que c'est aussi à destination des industriels qu'on forme les étudiants, qu'on partage les connaissances et qu'on innove, qu'on fait du transfert technologique. Du coup, on peut imaginer en fait pas mal de manières d'interagir avec les établissements privés, notamment via les stages en entreprise, via les PFE. On en a au moins une centaine par an dans chacun de nos établissements. C'est assez important. On peut cibler, on peut justement mettre en avant différents thèmes en intelligence artificielle qui pourraient être au bénéfice des industriels. Alors l'intelligence artificielle, ça ne veut pas forcément dire grand-chose pour certains industriels, mais il y a pas mal de domaines connexes ou de domaines, je dirais en particulier, qui peuvent concerner les industriels sans que vous sachiez même en fait qu'on peut utiliser certaines masses de données ou certaines technologies pour améliorer certains concepts ou certaines prises de décision. Toujours dans le même cadre et peut-être de manière plus longue alors pas plus réfléchie, mais avec des défis sur le long terme, c'est les tests CIFRE qui peuvent être cofinancés par l'ANRT et l'entreprise.
Dans ce projet, en fait, on espère, on vise à pouvoir cofinancer 16 thèses CIFRE par an en IA sur notre territoire. C'est largement faisable vu les chiffres en fait, qu'on a aujourd'hui dans chacune des universités. Et on peut aller justement bien au-delà de ce chiffre. Les thèses CIFRE, elles sont cofinancées, comme je vous le disais. À l'issue en fait, de la thèse CIFRE, les industriels peuvent également proposer un poste au thésard et ce poste peut bénéficier de crédit d'impôt recherche. Alors, je crois que ça a plus ce nom aujourd'hui, mais vous avez un soutien de la part de l'État pour le recrutement de ces doctorants. On peut imaginer le soutien des établissements privés également par le biais des cofinancements des chaires en IA. Alors à Strasbourg, moi je prendrais l'exemple de la chaire SDIA de Thomas Lampert, qui a été cofinancée par 6 entreprises. Donc ça se fait de plus en plus. C'est un choix de la part des entreprises et elles bénéficient également bien sûr de l'expertise de cette chaire dans différents domaines et sur une durée assez longue. Donc ça, faut vraiment pas hésiter. Après, je dirais qu'il y a les collaborations de recherche classiques ou encore les prestations de services qui peuvent venir de nos laboratoires, de nos plateformes de recherche. On peut également imaginer de la mise à disposition de personnel, de ressources, de données ou encore d'infrastructures et de moyens de calcul par les entreprises. Alors, ça ne veut pas forcément dire grand-chose ou est-ce que vous imaginez pas forcément toujours comment ça peut prendre place ou lieu dans notre projet. Mais voilà, nous aujourd'hui, on est là pour répondre à vos questions, pour imaginer des manières de construire ensemble un projet sur le long terme et éventuellement même de créer certaines collaborations sans forcément participer ou sans forcément financer immédiatement le projet. Ça peut être le début de collaboration qu'on peut mettre en place au sein de nos universités, surtout si vous vous reconnaissez dans les thèmes qu'on a mentionnés. D'autres manières de financer ou de participer à ce projet, c'est aussi bien sûr le mécénat ou encore la taxe d'apprentissage que les entreprises peuvent utiliser au sein de nos universités. Pareil, si ça si vous souhaitez en mettre en place ou si vous souhaitez pouvoir faire profiter vos universités de la région de ce mécénat ou de ces taxes et les cibler sur l'IA, on peut les intégrer dans le cadre de cet appel. Aujourd'hui, en fait, on vise une réponse pour cet appel autour du montant qui avait été indiqué au niveau européen, donc autour de 60 millions d'euros, ce qui représente une somme assez importante de participation des entreprises. Donc, la suite, s'il te plaît. Avant de répondre à vos questions, je vous ai mis ici voilà, la liste des contacts pour cet appel. Forcément, Emmanuel Vincent, donc, qui sera le porteur de cette réponse pour les 2 universités, mais également en fait, Mathieu Daquin, qui sera également en fait, un des ponts de cet appel pour l'Université de Lorraine, et Yves Lapry qui est présent, qui coordonne avec moi cette réponse entre nos universités et l'INRIA. Nicolas Padois, je ne crois pas qu'il soit présent, mais également en fait fera partie des têtes de pont pour cet appel, surtout sur le volet de la santé. Et Jean-Luc Dimarc et moi-même pourrons répondre également à vos questions. Donc si vous avez une préférence par rapport à vos universités ou par rapport à vos domaines d'activité, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou d'informations sur le sujet.
Nous avons préparé une lettre, un résumé court pour la réponse à cet appel. Et je pense qu'on pourra la mettre à disposition des personnes qui le souhaitent, qui souhaitent s'investir dans notre projet via Grand Innov Plus. C'est tout pour moi, Marc. Oui. Yves, je ne sais pas si tu avais des choses à ajouter. Non, enfin, oui et non, c'est-à-dire que par rapport donc à la structure du projet, donc en fait, comme donc l'annonce de l'appel a été faite le 14 ou le 15 juin pour répondre le 17 juillet. Donc on avait effectivement travaillé en amont et en fait, pour être précis, donc des conseillers ministériels donc avaient un petit peu donc vu le site du Grand Est entre donc l'Université de Strasbourg et l'Université de Lorraine, comme pouvant répondre à cet appel. Et en fait, donc, il y a des thèmes sur lesquels on est reconnu. Et donc, les thèmes sont ceux qu'a évoqué Jean-François, donc en l'occurrence le traitement automatique des langues et les gigamodèles. Alors attention, ce n'est pas que un travail purement universitaire sur la linguistique, c'est quelque chose de beaucoup plus large qui passe de l'audio et qui va jusqu'au gigamodèle en IA générative. Et puis donc ça permet donc d'aborder des questions qui concernent les entreprises. Après, il y a le second thème pour l'ingénierie et la découverte scientifique. En fait, donc l'idée, c'est qu'il y a à la fois des travaux un peu théoriques, par exemple, résoudre les équations de la physique avec des EDP et puis des techniques d'IA, mais il y a aussi des choses qui concernent donc la production, parce que donc dès qu'il y a un système industriel, il y a beaucoup de capteurs et par conséquent beaucoup de données à traiter et puis à faire parler pour savoir donc quels sont les points importants à maîtriser, que ce soit en maintenance, que ce soit en production et d'autres thèmes. Il y a aussi donc le troisième thème est la santé, avec donc évidemment tout ce qu'on imagine autour de la santé, par exemple la robotique pour conduire une opération, mais aussi donc beaucoup de questions qui tournent autour de la biologie, autour de la génétique. Et ces questions sont des questions qui ne sont pas uniquement dans le domaine de la santé, mais qui sont aussi dans le domaine de la biologie et donc et de l'agriculture, où il s'agit donc de faire émerger des molécules ou des produits qui relèvent à plus long terme de l'agriculture. Ouais. Et alors, ces thèmes ont fait l'objet donc d'une discussion et d'une préparation assez longue. Et en fait, donc, à la question, mais pourquoi donc ces thèmes, il y a aussi une question reconnaissance internationale. En fait, donc, la raison, c'est que cet appel sera évalué par un jury international et par conséquent, donc, les porteurs des projets et puis enfin, les axes qui apparaissent doivent avoir une grande reconnaissance internationale. Ça veut dire, par exemple, ERC, ça veut dire, par exemple, ETRI-UF, par exemple aussi une chaire 3IA. Donc, en fait, on doit aussi satisfaire donc, les contraintes d'excellence que demandent donc, les personnes qui ont lancé l'appel. Oui, il ne s'agit pas de créer ex nihilo à partir de rien un centre en intelligence artificielle. Il faut vraiment partir des forces en présence, de l'excellence qu'on peut montrer au niveau international et de pouvoir promouvoir ou de pouvoir accompagner une innovation, je dirais, qui existe sur notre territoire, mais qui pourrait être boostée, qui pourrait être conduite, je dirais, encore plus loin avec cet appel. Je vais juste prendre les questions sur le Oui. chat si vous avez passé. Du coup, il y a Étienne Lépierre qui nous demandait s'il n'y avait rien sur la bioéconomie. Mais tu as un tout petit peu répondu à la question, mais peut-être plus de précision sur la partie agriculture, alimentation, etc. Alors, pour tout ce qui est bioéconomie, biomolécules, donc il y a effectivement donc, des recherches de haut niveau qui sont menées en particulier en Lorraine. Je connais mal le Strasbourg, donc je ne vais pas répondre pour Strasbourg, mais en tout cas, donc, il y a des recherches qui sont faites et qui commencent donc à faire appel à l'IA. Donc, un des points clés, c'est tout de même que les recherches qui sont faites ou les travaux qui existent commencent à faire appel ou s'appuient plus ou moins fortement sur l'IA. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas commencer des choses qui sont pour l'instant complètement disjointes de l'IA parce qu'il faut justement pouvoir montrer qu'il y a déjà une activité qui existe. Oui.
Et c'est le Et cas alors, effectivement pour les biomolécules. mm. Si je peux me permettre aussi, on a mis en avant certains thèmes et on n'efface pas tout le reste. Ça veut dire que voilà, on a des forces en présence sur nos territoires en IA. Ce projet pourra accompagner l'ensemble des thématiques, mais un focus important sera mis sur le TAL, sur la santé numérique et sur l'IA et les découvertes scientifiques. On n'a pas forcément, en fait, on doit mettre en avant certaines thématiques. Du coup, il y avait une remarque de Sébastien, donc, du coup, un ancien collègue de Grand 9 qui me disait que chez BioValley, ils avaient également une communauté IA, donc qui correspond au Jet Santé, du coup, sur laquelle on pourra également s'appuyer avec grand plaisir. Donc, du coup, Oui, ouais. oui, on comptait sur. Peut-être, Pardon. ouais, pardon, excusez-moi. Peut-être pour compléter les choses, donc Isabelle Kuhn, la directrice générale adjointe de Grand I9+, je rebondis sur toutes les questions qui étaient en lien avec des sujets qui ne seraient pas traités de manière intrinsèque par ce projet. Et donc, sur ce point-là, sachez qu'il y a une communauté intelligence artificielle qui existe dans le Grand Est transformation numérique et ça pourra être abordé dans ce cadre-là, en lien bien entendu avec les acteurs académiques. En gros, le message, c'est on ne laisse rien de côté. Là, il y a vraiment un focus sur les forces de la région, ce pourquoi la région est reconnue au niveau national et même au niveau international en matière d'IA. Mais bien entendu, on ne laisse pas les autres sujets de côté. Voilà. Désolée de l'interruption, Marc. Je crois que tu voulais donner la parole à Sébastien. Non, bah, du coup, non, il avait fait une remarque dans le chat, donc c'était pour lire sa remarque. Du coup, je continue. Nous avons demandé s'il y avait une participation de l'URCA et Franck Aurel a répondu oui. Alors, je sais pas du coup. Alors, par rapport à la participation de l'URCA, les universités ont discuté ensemble et du coup, en fait, c'est l'Université de Lorraine et l'Université de Strasbourg qui ont décidé de porter ensemble le projet. À ce stade, on ne ferme pas encore la porte aux autres universités, mais ce sera l'UL et l'UNISTRA qui porteront cet appel. On ne sait pas encore ce qui est faisable avec les autres universités. On prendra le temps de l'envisager, mais c'est vrai que on a déjà travaillé sur certains projets en IA ensemble avec les autres universités. Cet appel ne doit pas fermer des portes. Ça ne doit pas nous empêcher de pouvoir collaborer avec nos partenaires. Je pense à l'UHA, je pense à l'URCA, à l'UTT, au CEA ou à d'autres organismes qui gravitent bien sûr tout autour de nous sur le territoire. Du coup, ensuite, il y avait également une question de Pierre-Philippe Claude sur l'intégration de l'agriculture, mais ça, Yves, tu as déjà répondu, donc on va passer. Il y avait également une question sur comment est-ce qu'on avait défini les axes IA qui seront suivis par le cluster, mais je pense que Yves et Jean-François, vous avez déjà aussi pas mal répondu à la question. Du coup, une question également de Jean-Louis Desfages sur l'intégration de l'industrie. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou si globalement c'était la même chose que tout à l'heure ou, Globalement, effectivement, l'industrie est complètement partie prenante dans le projet et même c'est même une des volontés du projet, hein. Donc, d'utiliser les données, enfin les contacts avec l'industrie pour pouvoir alimenter des questions, parce que en fait, il y a beaucoup d'idées en IA qui sont apparues grâce à des données qui sont disponibles et qui sont soit donc dans le domaine industriel, soit de capteurs, soit aussi des données textuelles. Et en fait, suivant les données ont aussi conduit à des innovations en termes d'algorithmes et d'IA. Donc en ça, fait, c'est vraiment important pour nous, hein. je pense que la question était plutôt sur la thématique industrielle pure Oui, oui, plutôt que la sur théma- l'industrie entreprise. Du coup, la même remarque que tout à l'heure par rapport à l'agriculture. oui, oui. Alors, en fait, effectivement, donc là, il y a des choses importantes comme qu'a évoqué donc Jean-François en termes de données, hein. Donc, ça veut dire que dès qu'il y a des données, dès qu'une entreprise a des données qui peuvent être utilisées pour faire de l'IA, ça peut faire justement un beau sujet d'IA.
et par conséquent, la participation est ouverte. Là, pour l'instant, donc l'idée, c'est vraiment de structurer un peu autour de 3 thèmes. Mais comme on le voit dans tout ce qui est ingénierie et puis découverte scientifique, il y a beaucoup de portes ouvertes en direction de toutes les données qui peuvent exister. Du coup, je continue. On a une question de Stéphane Moka du cabinet Incenware, donc qui est un cabinet d'ingénierie logicielle et d'intelligence artificielle, qui nous demande comment une jeune entreprise privée de R&D peut-elle s'insérer dans ce dispositif. Et du coup, on a également eu la même question je suis en train de remonter, pour Polyor SS sur Nancy. Donc, du coup, comment des petites entreprises sans R&D peuvent s'intégrer à ce grand projet. Alors, je peux répondre. Donc, en fait, l'idée, c'est bien d'avoir un tissu et de répondre collectivement. Donc, en fait, on va associer les entreprises à ce projet. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Essentiel, d'ailleurs, pour 2 raisons, hein. Une raison de financement, mais une raison aussi de données et de problèmes d'IA. Et ensuite, ce que l'on fera, c'est qu'il y aura un advisory board qui va intégrer les entreprises à ce projet et qui permettra justement de faire le lien entre la recherche académique et puis des questions qui sont posées par les entreprises. Donc oui, alors en fait, on ne l'a pas présenté parce que pour ne rien cacher, évidemment, c'est quelque chose que l'on fait à marche forcée puisque on a connaissance du projet depuis 2 semaines exactement. Donc, on est en train de faire quelque chose, de rédiger la lettre d'intention de 5 pages qui nécessite de faire le tour des forces et puis de commencer à structurer un peu les idées et les thèmes. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, si on est retenu en termes de lettre d'intention, on va faire un travail de plus longue haleine qui permettra de structurer aussi bien le partenariat avec les entreprises que finement les thèmes de recherche et aussi tous les outils qu'on va développer pour augmenter notre visibilité en termes de recherche et puis aussi en termes de développement avec les entreprises. Et puis, comme tu le mentionnais tout à l'heure, ça peut aussi se passer, la participation peut être la prise d'un stagiaire, par exemple, ou des choses comme ça, qui Oui. peut être plus simple pour des petites entreprises qu'un contrat doctoral, par exemple, qui est beaucoup plus engageant. C'est ça. Et on aura aussi des financements, enfin ça je l'imagine très facilement, bon je le dis, je m'avance peut-être un peu, mais on aura certainement des financements en fait pour l'innovation, le transfert technologique auprès des industriels, quelle que soit je dirais la taille, des soutiens pour des startups qui peuvent se monter et voilà l'utilisation je dirais de l'IA par le plus grand nombre au sein de nos entreprises. Du coup, en fait, ces financements ne sont pas que ciblés vers la recherche académique, vers la formation académique de nos universités, mais vont aussi bénéficier aux industriels. On devra mettre en place un consortium, comme disait Yves, avec à la fois les collectivités, les territoires, nos universités, mais aussi des représentants de la partie industrielle de nos territoires pour pouvoir rendre attractif notre projet et surtout pour pouvoir faire émerger, comme je le disais dans la présentation, des leaders au niveau mondial. Ce qu'on espère, c'est de pouvoir justement devenir un centre très très attractif et pouvoir par la suite en fait arriver à nous autofinancer. Alors ça c'est encore un autre problème, mais à terme on devra pouvoir arriver à, à retomber sur nos pieds sans le soutien du gouvernement pour le financement à la fois de nos chaires ou encore des thèses ou du transfert technologique. Je passe assez rapidement sur les questions parce que le temps file. Stéphane Klein va demander si une école d'ingénieur privée peut-elle participer. Ça, c'est une bonne question à laquelle on ne s'est pas encore posé. Donc, formellement, oui, effectivement, c'est-à-dire que tout partenaire privé peut participer, d'après le règlement de l'appel, sans toucher de subventions de la part de l'État. Donc, ça, c'est un point qui est important, qui a été rappelé lors des séminaires de présentation de l'appel.
En fait, donc ça rejoint une autre question un peu plus large. Donc, en fait, il y a un autre appel qui s'appelle CMA pour compétences et métiers d'avenir, sur lesquels on avait répondu, on n'avait pas été retenu, mais on va en répondre à nouveau pour des raisons pratiques, en l'occurrence la difficulté de répondre à deux appels en même temps, et puis aussi pour éviter que les deux réponses se télescopent, on ne va pas le faire en même temps. On va devoir différer une nouvelle réponse à l'appel CMA, et beaucoup de questions qui ont été posées, donc, relève de l'appel CMA, compétences et métiers d'avenir, de manière à pouvoir étendre les formations en IA. Donc, dans l'esprit des gens qui ont déposé, enfin, qui ont mis au point cet appel, donc il y a un versant colonne vertébrale de l'IA avec donc des travaux d'excellence et aussi les formations d'excellence qui vont avec et qui correspond à l'appel IA Cluster. Et puis donc à côté, une densification des formations. Et donc là, c'est quelque chose qu'on devra revoir de toute façon. Alors effectivement, donc il y avait une question par rapport donc la dimension formation tout au long de la vie est quelque chose d'important. Et en fait, l'idée c'est vraiment que une fois qu'un étudiant est passé par un organisme de formation et en particulier une université, il va pouvoir être suivi tout au long de sa carrière et pouvoir faire des passages à l'université ou dans un autre organisme de formation pour mettre à jour ses connaissances. Alors ça, je ne suis pas impliqué dans la formation au niveau de l'université, donc je ne vais pas répondre plus précisément, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est bien intégré comme idée et qui sera développé à l'avenir. Du coup, ensuite, j'ai deux questions que j'ai regroupées ensemble. Donc, la première, c'est concrètement comment se passe la suite. Donc, ça, bon, la question est simple. Et une question, du coup, un tout petit peu plus complexe, qui est bonjour entre organismes de formation. Donc, pour le coup, c'est l'AFPA. Nous formons donc du coup du niveau 3 au niveau 6 sur les trois principaux domaines, donc tertiaire, BTP, industrie. Un point plus individuel pour connaître les connexions possibles est-il envisageable? Alors, oui, je pense que c'était un peu la réponse que j'ai faite, c'est-à-dire que pour l'appel CMA auquel nous répondrons au fil de l'eau, donc sans doute dans quelques mois, donc en gros vers la fin de l'année donc 2023, effectivement, donc il y aura complètement donc toute la formation continue et en particulier donc l'AFPA avec laquelle Marianne Clausel qui avait déposé donc l'appel le CMA avait discuté. Donc ça veut dire que ça c'est quelque chose qui est intégré. Donc là, c'est quelque chose qui est un peu différent parce que la nature de l'appel est des formations d'excellence avec des thèmes d'excellence. Donc, on vise plutôt donc, un public entre le master et le doctorat, en sachant qu'il faut faire émerger depuis donc, le L1 jusqu'au L3 les très bons étudiants qui vont pouvoir alimenter ces filières d'excellence. Du coup, oui, pour répondre concrètement comment se passe la suite, du coup, sur la suite de cet événement, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail. Et ensuite, nous, on peut prévoir un point individuel, donc avec chacune de vos structures ou de vos représentants, pour voir selon comment dire, les caractéristiques, que vous soyez une startup, une collectivité, un grand groupe, etc., comment est-ce que concrètement vous pouvez vous associer à ce projet. Je continue avec les questions. Du coup, une question de Arnaud Mora. Bonjour, est-ce qu'on se focalise sur la R&D ou bien est-ce qu'on peut considérer des projets appliqués en particulier à destination des entreprises? En clair, le développement de services appliqués en IA. Alors, oui, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, oui, dès qu'un sujet d'IA peut être abordé ou donner lieu donc à un aspect recherche, mais pas forcément une thèse, mais ça peut être quelque chose qui correspond donc à un sujet de postdoctorat, voire un sujet de fin d'études pour un ingénieur, oui, c'est quelque chose qui est tout à fait imaginable. Au contraire, même ça permet donc d'alimenter la filière d'excellence. Alors après, donc j'avais quelques réticences à répondre à un oui vraiment clair, parce que ça dépend tout de même du type de données, ça dépend de trouver donc les gens qui sont peut-être, enfin il faut trouver des gens qui soient compétents pour travailler avec l'entreprise. Donc c'est une question un peu de ressources, d'encadrement qui se posera. Et du coup, je pense que ça serait la dernière question. Budget moyen d'environ 60 millions d'euros donc pour les projets de dimension européenne. Vous avez parlé de masse critique suffisante. Quelle est du coup cette masse critique dont vous avez évoqué? Oui, alors la masse critique, donc elle est jugée à deux niveaux. Donc elle est d'abord jugée par les gens, par le jury. Ça veut dire qu'il faut montrer que
le nombre de chercheurs, d'enseignants-chercheurs qui travaillent pour l'instant dans le milieu universitaire sur l'IA, voire avec des partenaires industriels déjà identifiés et qui ont eux-mêmes une activité importante, est suffisant au niveau donc, du Grand Est. Et en fait, donc, ce niveau, il est mesuré par rapport, par différenciation aux autres sites de France. Donc, vous pouvez imaginer donc, les Hauts-de-France, la Bretagne, enfin toute région donc, en France. Super, bah écoutez, il n'y a pas d'autres questions. En plus, on arrive à la fin du temps imparti, donc c'est très très bien pour cette partie-là. Bah, du coup, pour tous les participants, le replay sera disponible et également les slides pardon, vous seront envoyés demain dans la journée. Du coup, si d'ici là vous avez des questions, vous souhaitez participer à ce projet, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour qu'on puisse après faire un point individuel avec chacun d'entre vous pour voir les spécificités de vos structures et comment vous pouvez vous intégrer à ce grand projet. Et malgré tout, juste avant que tu termines, Oui. Marc, je reprends la parole. Donc en fait, comme l'a évoqué Jean-François, donc il y a une première lettre de présentation rapide qui a sans doute peut-être des imperfections, qui n'est pas complètement précise, a déjà été rédigée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vous donner. Et puis donc au contraire, même ça vous permettra de vous positionner, donc voir, de préciser des points, parce qu'en fait, plusieurs des questions posées donc, ont à peu près la réponse dans le texte. Et donc, l'idée pour nous et le défi donc, pour le Grand Est, hein, c'est pas qu'une question d'universitaire, c'est bien d'associer donc les entreprises. Et donc, je pense que évidemment, le Grand Innov est le lien, la passerelle la plus adaptée pour faire ce lien. Super, merci Yves. Donc du coup, voilà, donc je vois Numali qui nous disait qu'il était intéressé par cette lettre d'attention. Et bah, n'hésitez pas juste à nous envoyer un mail et puis nous après on peut directement vous renvoyer ça ou faire un point, voilà, ou faire un point. Bah, également pour Mathieu Lévesque du coup de SNCF Voyageurs, voilà. Envoyez-nous un petit mail comme ça, soit on vous envoie directement la lettre d'intention ou après on prend 30 minutes pour échanger rapidement. Ça peut être très rapide. Et ben sinon, il me reste à vous remercier tous. Oui, Jean-François, tu voulais. Non, ce sera tout. Merci à D'accord. tous. Merci à tous pour votre participation, pour votre attention. Merci Yves et Jean-François d'avoir pris la parole. Donc, il y avait également Émilie Cibotier de la région et du coup Emmanuel Vincent qui a dû pouvoir se connecter mais qui ne pouvait pas être présent donc de l'Uniréa Grand Est. Et bah merci à tous et puis à très bientôt alors. Merci, au revoir. Au revoir, merci.